Hippocrate revient, tu disais, Jean-Pierre. Ils sont devenus fous. Voilà. Et on va accueillir, pour faire un focus sur cette peut-être médicocratie, ou l'emprise de la santé sur nos comportements, sur nos vies, nos habitudes. Ce matin, on en parlait. Voilà, on est plus sachant que le médecin. Beaucoup de questions, justement, deux médecins et puis une chef pour y répondre. Alors, elle est médiatique sans jamais être polémique, engagée mais pas enragée, passionnée mais raisonnée. Et on l'a vu lors de la crise Covid. Alors pour la petite histoire, elle, si sérieuse dans son métier, c'est aussi parfois délirée lorsqu'elle m'a fait éclater de rire en direct lorsque j'animais Télématin. Brigitte Millot est avec nous. Viens Brigitte, on peut vous applaudir. On peut t'applaudir. Viens près de moi. Et plaisir de te retrouver. Lui est éminent spécialiste de tout. Je t'interdis de raconter. Ah si, peut-être que je le dirai tout à l'heure à la fin. Voilà. Éminent spécialiste de tous les sujets santé, il a fondé Global Media Santé et puis ses avis sont toujours très, très écoutés. Des bascules, il en voit beaucoup, à commencer par le passage d'un paternalisme médical à un consumérisme effréné ou celle opérée par la malbouffe ou la sédentarité. Alain Trébuc est avec nous. Merci Alain de participer à cette table ronde et d'enrichir nos débats. À l'heure c'est presque le goûter, elle va nous faire du bien au cœur et à l'esprit, au menu, de la générosité, de l'amour, comme elle dit, de la créativité et du partage. Vous y ajoutez une bonne dose d'émotion, vous saupoudrez le tout d'espièglerie, et je vous souhaite un bon appétit avec Séverine Sagnier. Séverine, venez nous rejoindre. Avec la couleur de l'espoir. Ça nous plaît bien. Brigitte, merci d'être là. Merci. D'être avec nous. On te voit sur CNews. Tu as été en permanence à l'antenne pendant la période Covid. Tu es médecin. Déjà, qu'est-ce que tu vois, toi, si on devait brosser un panorama de la situation actuelle? Quelle bascule tu vois? Comment tu vois évoluer chez eux? Alors déjà, merci de m'avoir convié. Merci aussi à tous les organisateurs. Je voulais vous dire que j'avais passé une très bonne soirée, que j'étais en charmante compagnie et que j'avais très bien dîné, peut-être un peu trop bu, mais je compte sur vous pour ne pas diffuser l'information. Alors, je voulais vous parler d'une bascule qui me touche, qui m'attriste et qui m'inquiète. On va rester dans les RH. C'est la relation humaine entre le médecin et son patient. Alors cette dégradation de la relation, elle existe depuis plusieurs années, mais elle s'est vraiment défavorablement accélérée ces derniers temps. Les raisons sont multiples, c'est multifactoriel. Il y a la société qui a changé, il y a eu les associations de patients, ce qui est une très bonne chose, mais c'est vrai que l'arrivée des patients experts a parfois été mal vue par les médecins. Je crois qu'il y a autant d'abrutis dans toutes les professions, donc voilà. Ensuite, il y a eu la culture d'Internet dans chaque foyer, ce qui est une très bonne chose, mais ce qui peut aussi avoir des effets secondaires assez négatifs. On a d'ailleurs créé des cyberchondriaques. Voilà. Ensuite, il y a eu aussi les nombreuses crises sanitaires. Crise sanitaire, le sang contaminé, le Mediator, et puis surtout la Covid, évidemment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, 14 février, premier mort en France, et là, la vie change. La vie change totalement. On ne va pas le faire dans le détail, vous en avez sûrement parlé ce matin, mais malheureusement, je n'étais pas présente. Mais confinement, économie à zéro, plus d'avions, il faudra parler du bilan carbone d'ailleurs pendant cette période. Plus rien du tout. Mais surtout, ce qui a été fou, c'est que c'est l'incertitude scientifique, les contradictions, le manque de transparence. Tout à coup, on nous égrenait le nombre de morts tous les soirs, hyper anxiogène. Et tout ça, en plus, en voyant fleurir des covidologues, des virologues, sur tous les plateaux, et nous aussi, des gourous, et surtout, ça a transformé la médecine, qui était une science, en une croyance. C'est-à-dire qu'en fait, comme il n'y avait
cette incertitude scientifique de tout le monde, ce manque de transparence, etc., que chacun se prenait pour Dieu dans son coin, traitait les patients comme il le voulait, etc. Donc on a eu une bascule de la science vers la croyance. Je vous rappelle que la médecine, c'est une science, Kant disait que c'était un art même, c'est une science, mais c'est une science qui est basée sur des datas, sur des chiffres, sur des images. Après, il y a l'interprétation personnelle, évidemment, du médecin, avec ses connaissances, son expérience, qui compte énormément. Mais après, tout ça, c'est encadré aussi par ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, par la médecine factuelle, par des pairs, par des recommandations, par ce qu'on appelle le consensus médical. Tout ça, ça fonctionnait comme ça. Et là, ça a basculé vers vraiment... on est passé vraiment de la science à la croyance. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'avant, pour revenir à la relation humaine, la consultation, le colloque singulier, c'était la rencontre de deux confiances. Ah oui. Et là, maintenant, c'est la rencontre de deux méfiances, voire de deux défiances. Et il ne faut pas oublier que la confiance, ça se gagne goutte par goutte, mais ça se perd par litre. On est bien d'accord. Alain, oui, on peut applaudir d'ailleurs ce que vient de dire Brigitte, qui est vrai, et c'est vrai de revenir sur ce qu'on a vécu, permet de mettre en exergue ces points-là. La notion de santé, de bien-être, docteur, elle est partout hein, aujourd'hui. Oui, elle est partout, et moi je pense effectivement qu'elle est aussi une donnée très inégalitaire. Dans la mesure où, effectivement, aujourd'hui, on voit bien que, d'abord, le bien-être, c'est ce qui nourrit le plus la presse santé. On ne parle pas du tout, finalement, de maladie dans la presse santé, bien davantage de bien-être, sans doute aussi parce que, d'abord, les gens, le public auquel s'adressent ces publications, n'ont pas envie qu'on leur parle de maladie, que, d'autre part, les annonceurs... C'est pas la maladie, c'est la vie. Les annonceurs que vous êtes peut-être ne veulent pas non plus côtoyer la maladie. Alors le bien-être, effectivement, envahit un peu tous nos médias. Et en même temps, pour moi, en tant que médecin, je le vois aussi comme un objet d'inégalité, dans la mesure où, effectivement, aujourd'hui, la santé, la bonne santé, est finalement un marqueur social. On peut se payer ou pas le luxe d'être en bonne santé quelque part. On peut se payer ou non. Et effectivement, si on reprend des périodes anciennes où le fait d'être opulent, en chair, était effectivement plutôt l'apanage des gens nantis, aujourd'hui, c'est effectivement, malheureusement, plutôt l'apanage des classes défavorisées parce que, effectivement, le bien-être coûte cher. Et la malbouffe, les addictions, etc., qui ouvrent la porte à la maladie, sont aujourd'hui effectivement accompagnés d'une prévalence supérieure dans les classes défavorisées par rapport aux classes aisées. Donc ça veut dire qu'on a une bascule physiologique, j'allais dire, je ne suis pas médecin évidemment, et qui est aussi une bascule sociale. Hein, voilà. Oui, c'est une bascule, je dirais, socio-économico-médicale. Nutritionnelle. Voilà, dans la mesure où effectivement on bénéficie de conditions de vie largement meilleures que par le passé, mais effectivement, l'aisance financière, qui peut être très relative, permet quand même d'accéder effectivement à une alimentation qui n'est pas forcément de qualité, la malbouffe en l'occurrence, et effectivement qui est aujourd'hui un vecteur de pathologie beaucoup plus important qu'on ne l'imagine. On ne le dit pas suffisamment, et je regrette d'ailleurs que en termes de santé publique, on ne fasse pas davantage d'informations sur les qualités des aliments. Mais effectivement, aujourd'hui, que ce soit les pathologies cardiovasculaires, les maladies métaboliques, les cancers, etc., il y a effectivement une responsabilité majeure de nos comportements alimentaires dans toute l'émergence de ces pathologies. Voilà, et on rajoute ce que vous disiez tout à l'heure, le deuxième effet qui se coule, la difficulté d'avoir accès aux soins et d'avoir accès à des soins de qualité. Alors vous parlez de malbouffe, vous parlez de problématiques nutritionnelles, ça résonne dans vos oreilles, Séverine Sagnier, chef de cuisine privé, hein, l'été dans les maisons de vacances à la demande des cours de cuisine. Alors vous prenez tout, sauf la malbouffe. Hein. On va au marché, on choisit les produits. Parlez-nous un petit peu de ce qui vous anime, de votre passion.
Oui, effectivement, ça m'anime beaucoup, la qualité des produits et où les produits ont poussé et depuis quand ils ont été cueillis. Ça, c'est aussi vraiment très important parce que manger des haricots verts qui ont été cueillis le matin même ou manger des haricots verts qui ont 2 semaines de frigo, évidemment, pour l'organisme, là aussi, il y a une grande différence. Oui. Moi, ce qui m'anime, ça a toujours été ça. Je suis née à la ferme, dans une famille de paysans, et dans ma famille, tout le monde fait la cuisine, et dans ma famille, tout le monde produit des aliments, si j'ai envie de dire. Et c'est tout naturellement, quand j'étais petite, j'ai commencé à cuisiner 2-3 trucs, et l'attention s'est portée sur moi parce que j'avais fait un bon gâteau. Un gâteau à quoi? Je pense que c'était la première chose, ça devait être une forêt noire. J'avais fait une énorme forêt noire, un gros gâteau. Après, on va faire la sieste. Après Moi, j'adore les gros gâteaux pleins de crème. Oui, moi aussi. Et là, toute l'attention a été portée sur moi. Tout le monde m'a dit que c'était génial, que c'était merveilleux, que c'était très bon. Et je me suis dit, dans une famille où on habite à 8, à 12 à la ferme et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'agitation, tout d'un coup, j'étais géniale. Donc, je me suis dit, je vais continuer à faire ça. C'est super. Alors, justement, par rapport à cette passion pour le produit, cette passion pour le bien manger, le regard sur ces bascules, hein, Trébuc et Brigitte Millot y faisait référence, où on tombe dans une espèce de malbouffe. Il y a aussi un travers qui est, encore une fois, punition, interdiction. Alors, il faut manger vegan, il faut faire ci, il faut... voilà. J'appelle ça, moi, le bain de sang, S-A-N-S. Ah, pas mal, ça. Séverine et puis Brigitte. Oui. Moi, je pense qu'il faut se nourrir selon l'instinct, c'est-à-dire ce qu'on a vraiment envie de manger à l'instant T. Et c'est vrai que de croire qu'il faut être vegan, qu'il faut être végétarien, qu'il ne faut pas manger ci ou ça... Et puis tout est dans la restriction, oui, en fait. Ça rejoint encore le système de croyance, voilà. Et ça pour moi, c'est dommage. Ça nous restreint beaucoup, voilà. Et moi, ce que j'aime à croire, c'est vraiment que notre alimentation nous apporte de la clarté aussi dans l'esprit. C'est-à-dire que plus on mange des choses qui sont adaptées à notre organisme, à notre lieu de vie, là où on habite, où c'est poussé, etc., ça va nous apporter aussi de la clarté dans l'esprit. Et ça, c'est aussi hyper important. Donc, évidemment, c'est sûr que le végétal nous apporte beaucoup de clarté, évidemment. Et ensuite, voilà, tous les produits qui sont le moins transformés possible, en fait. C'est juste ça. On va voir justement comment vous faites pour les mettre en scène, tous ces produits. Mais c'est vrai qu'on voit les courants. Vous évoquiez le courant du bien-être tout à l'heure, Alain Trébuc, qui est vraiment une lame de fond qui fait les marronniers des magazines. De la même manière, toutes les restrictions, faire attention, il faut être vegan, il faut faire sans gluten. Bref, c'est vrai qu'on est à l'opposé de ce que vous prenez. Brigitte, réaction par rapport à ça avec les sangs, comme tu disais? On arrive à une orthorexie, c'est-à-dire que c'est vraiment une religion. Il faut respecter ça. Je vois que vous êtes en vert. Bravo d'avoir la tenue, la couleur assortie à ce que vous chlorophyllée, c'est très bien ça. C'est bien ça. Oui, moi je trouve ça terrible parce qu'en fait, ce que disait Alain, on assiste maintenant à une explosion de l'obésité qui est une des maladies les plus difficiles. On n'arrive pas, on a essayé dans tous les pays, on a essayé d'enrayer cette obésité, on n'y arrive pas. Je pense que tout le monde a une responsabilité là-dedans. Notamment les plats industrialisés, on sait qu'ils sont vraiment le sucre. Voilà. Et on parle d'éducation thérapeutique pour des maladies comme l'asthme ou comme d'autres, de le diabète ou autres. On devrait parler d'éducation thérapeutique aussi pour l'obésité parce que c'est important. Et je vous dis, c'est un fléau qui touche tous les pays. Il n'y a pas un pays. Alors après, pour rejoindre ce que tu disais, il y a des vraies inégalités géographiques. Il y a effectivement aussi un problème d'argent. Ça coûte plus cher d'acheter un sec et des haricots verts que de manger un ragoût, le lendemain en faire un hachis parmentier et sur le lendemain autre chose. Mais c'est des choses à prendre en compte. Après, c'est de l'éducation, parce que vraiment, je ne suis pas d'accord de dire que ça coûte plus cher de manger bien. Ça, c'est sûr que ce n'est pas vrai. Oui, c'est souvent la solution. C'est souvent allez acheter une sole. Mais c'est vraiment... oui, solution de facilité, en fait, souvent, ou parce qu'on ne le trouve pas. Ce que dit Brigitte est vrai. Il y avait un reportage, un documentaire sur Arte, qui racontait que dans des zones défavorisées aux États-Unis, pourquoi ils mangent ils font du snacking et choses comme ça, parce que tu n'as pas de magasin qui vendent des fruits et légumes, donc tu fais avec ce qu'il y a. Brigitte, on parle des bascules. Il y a eu aussi une bascule. On parle d'obésité.
Là, on était plutôt en rupture. Hein. Si on revient sur le Covid, rupture de médicaments, là encore, ils sont devenus fous. Comment on décrypte ce qui s'est passé? Là, c'est un autre problème. Ouais. C'est quand même il y en a de multiples de bascules. Hein, ouais. Enfin, c'est inadmissible en 2023 de manquer de cortisone, de manquer d'anti-rejet pour les greffes de rein. Donc on ne pourra plus faire de greffes de rein parce que voilà, ce ne sont pas des médicaments de confort dont on manque. Hein. Ce sont des médicaments qui sont vitaux aussi. Hein. Il n'y a qu'à regarder le site de la NSM, on voit tous les médicaments qui sont en rupture de stock. Donc ça fait des années qu'on dit que c'est la Chine, les principes actifs sont en Chine, en Inde, etc. Mais il faut absolument relocaliser, il faut absolument que les labos arrivent à fabriquer des principes actifs en France, tant mieux, en tout cas en Europe. Et puis voilà, ça fait partie des scandales qui me touchent. C'est pas normal de ne pas pouvoir avoir accès à des médicaments. On l'a vu pour le Doliprane avec les enfants, avec les antibiotiques aussi, mais c'est dans tous les domaines, en neurologie, dans tous les domaines, en anesthésie, dans tous les domaines. Alors on peut s'insurger effectivement à juste titre contre ces ruptures, ces manquements. Il y a plus que de l'énervement, il y a aussi de l'incivilité qui monte. Hein. Ça, c'est aussi une bascule, Alain Trébuc. Hein. Oui, c'est certain que je dirais les cabinets médicaux n'échappent pas à ce qu'on observe dans tous les secteurs de la société. Et effectivement, les incivilités aujourd'hui, ou simplement même je dirais cette perte d'une forme de respect qu'il y avait pour le professionnel de santé comme pour quelques autres qui faisait autorité notables, en fait. Finalement, ben oui, c'est ça, ouais. De la cité, aujourd'hui font que le médecin, mais c'est vrai aussi du pharmacien ou de bien d'autres professionnels, mais les médecins, entre guillemets, tremblent parfois devant les exigences de leurs patients. Qui vont exiger telle prescription ou qui vont exiger un arrêt de travail pour tant de jours, etc. Ce que disait Brigitte aussi, c'est qu'ils se prétendent être les sachants et en disant mais vous allez me prescrire ça, hein, c'est ça. Hein, oui, alors néanmoins, il ne faut pas non plus tout voir en noir parce qu'effectivement, on a au cours des 20 dernières années mis en place des dispositifs, par exemple, pour mieux préciser les rôles du patient dans les décisions le concernant. Par exemple, la loi sur les droits des malades en 2002 a été une avancée absolument extraordinaire. Et aujourd'hui, effectivement, notamment sur les pathologies graves, il doit y avoir une concertation entre le patient lui-même et son équipe soignante pour arriver à une décision partagée. La problématique, c'est le temps nécessaire pour mettre en place, non pas pour faire l'enseignement de ces évolutions, mais simplement le temps, au moment précis où on est face à son patient, le temps pour effectivement organiser cet échange. C'est-à-dire que vous voulez dire par là que c'est plus que le manque de médecins, c'est ce temps disponible qui diminue, c'est ça ? Le temps disponible, alors c'est Didier Tabuteau, que beaucoup connaissent, qui est actuellement vice-président du Conseil d'État, mais qui surtout est un grand spécialiste du système de santé français, qui effectivement avait mis en évidence cette diminution du temps médical disponible. Alors pour mille et une raisons, parce qu'on ne manque pas de médecins en nombre absolu. Ce qui manque, c'est effectivement ce temps disponible du médecin vis-à-vis de son patient. Pourquoi ? Parce que trop de paperasse ? Alors, effectivement, les tracasseries administratives, c'est 30% grosso modo du temps de travail aujourd'hui d'un médecin. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi parce que l'exercice de la médecine n'échappe pas aux évolutions sociétales dont on a parlé ce matin, et la relation au travail, par exemple. Donc les médecins qui travaillent 12 heures par jour, 6 jours par semaine, ça n'existe plus, ou exceptionnellement. Et beaucoup de médecins choisissent aujourd'hui de n'exercer que 3 ou 3 jours et demi par semaine. Donc le temps médical disponible diminue, d'où effectivement cette logique qui est universelle, qui touche tous les pays occidentaux, de déléguer des tâches à d'autres professionnels de santé que le médecin lui-même. Ce qui est tout à fait naturel. Si vous avez par exemple la maladie chronique la plus fréquente, qui est l'hypertension artérielle, il est absolument inutile pour un hypertendu qui va bien, qu'il voit son médecin tous les mois. Ça fera du bien à la sécurité sociale en plus. Brigitte, réaction par rapport à ça justement ? Oui, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Alain. On assiste à une autre bascule qui est la clientélisation de la patientèle.
Les patients sorte de se sont consumérisme transformés... quelque part. Hein. Pardon ? Sorte de consumérisme. Oui, mais avec la violence dont tu as parlé, qui a augmenté de 23%, il y a eu 1244 agressions verbales ou physiques en 2022, ce qui ne se voyait pas du tout avant, une augmentation de 23%. Ils donnent leur avis. Il y a le Point qui a fait sa une quand même sur Le classement des médecins. Le classement des médecins. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement c'était sur des critères qui n'étaient pas objectifs, mais en plus, vous imaginez l'anxiété que vous créez chez les gens qui n'ont pas le médecin dont on dit que c'est le meilleur à côté de chez eux, ouais. Etc. Voilà. Et tout est comme ça. Et puis vous êtes considéré du coup comme de la marchandise. Voilà. Et le nombre de rendez-vous qui ne sont pas honorés, c'est 5 à 6% de rendez-vous non honorés chaque semaine chez les médecins. Toi, tu le vois dans ta patientèle aussi. Oui, bien sûr. Ils viennent pas, ils préviennent pas. Voilà. C'est vraiment devenu une clientélisation. Attention, il y a toujours des patients formidables, hein, et puis on est tous des patients potentiels. Mais il faut vraiment être. Non, mais c'est vrai. Je disais ça m'attriste et ça m'inquiète. Oui, parce que le résultat de tout ça, on s'en fout finalement. On pourrait dire on s'en fout de la relation médecin-patient. Mais non, le résultat de tout ça, c'est qu'on est mal soigné. Quand le médecin va mal, le patient va mal. Donc c'est ça le problème. Alors, pour aller bien, il faut bien manger. On le disait, hein, Séverine, c'est le début de la santé. Justement, vous, quand je vous ai présenté, j'ai parlé d'amour et j'ai pesé mes mots parce que c'est ce qui vous anime en fait. Hein, le cœur, la main. Yes, parce que je pars du principe que si le chef cuisinier ou si le boss du restaurant se sent bien, il est assez en forme et qu'il dort bien, du coup il est plus sympa envers son staff et il se pose des questions, il a une clarté d'esprit comme on disait, et il se pose des questions sur comment son staff travaille, et c'est vrai que dans la restauration c'est des milieux où on travaille beaucoup. Et là aussi, il y a une vraie bascule à faire dans ce milieu-là. Et moi, c'est vraiment ce qui m'anime en ce moment. Et c'est pour ça oui, chef, on oublie ça. Hein. C'est ça. Non, mais oui, chef, c'est très bien. Parce qu'il faut le capitaine du bateau. On est d'accord. Mais le capitaine L'entreprise du bateau, libérée dans la cuisine, ça ne marche pas non plus. Hein. Le capitaine du bateau ne doit pas foncer dans la tempête 6 jours sur 7, en fait. C'est là qu'est le problème. C'est que le restaurant, aujourd'hui... Alors, avec la crise du Covid, évidemment, nous, on n'a pas du tout été épargnés. Les restaurants, ça a été vraiment un carnage. On ressort de là tous vraiment très très fatigués, et il y a beaucoup de choses qui changent, c'est-à-dire que il faut que le capitaine du bateau soit reposé, soit bien dans ses basques pour comprendre que les personnes autour d'eux ont besoin de se reposer aussi, et que les 80 heures par semaine dans la restauration, ça c'est terminé en fait, c'est plus possible. Et il a besoin aussi d'être reposé pour prendre sa voiture et aller dans les fermes environnantes et comprendre que maintenant il faut manger bio, il faut manger local. Et moi je trouve qu'aujourd'hui dans les restaurants, en fait, la proposition au niveau de la nourriture biologique, elle n'est pas au niveau de ce qui se passe dans les foyers aujourd'hui. Je pense que les gens ils mangent plus bio chez eux qu'à l'extérieur. Et ça, je trouve qu'il y a vraiment une bascule à faire sur ça. C'est-à-dire qu'à Caen, plus de restaurants bio en fait, et plus de restaurants locaux, ça met du temps beaucoup à bouger, je trouve, et dans les chaînes de restauration aussi, et etc. La bascule, alors, on voit quand même qu'il y a une tendance, qu'il y a une bascule vers ça, dans la prise de conscience. Alors comme vous parlez à des personnes pour qui l'humain est aussi important que pour vous, bien manger, c'est aussi le partage. Serge Trigano demain matin à 9h nous parlera de ce partage, de ce côté avant-gardiste avec la fameuse table du Mama Shelter où on vient partager, c'est se réunir, et c'est ce que vous prenez vous aussi, hein? Oui, nous sommes des êtres sociaux, et avoir des gens autour de nous, c'est le premier pilier de la santé. C'est pas la nourriture, hein, c'est vraiment le fait d'être entouré socialement avec d'autres personnes. Et oui, c'est évident que de partager un bon repas en famille ou entre amis autour d'une table et de discuter et d'être ensemble, ça vraiment, ça nous élève. Ça nous élève. Racontez-nous, parce que vous inspirez de vos voyages aussi. Vous avez fait, vous avez fait des voyages, vous faites voyager déjà dans l'assiette de ceux que vous recevez, mais vous voyagez pour de bon aussi, hein? Oui, je suis passionnée de tribus indigènes, et j'aime beaucoup aller en Colombie, notamment dans le nord de la Colombie, dans un peuple qui s'appelle les Arhuacos. Et dans cet endroit-là, ça m'a vraiment beaucoup ouvert la conscience sur le fait de cuisiner pour une personne. C'est-à-dire que
la personne qui cuisine dans cette tribu-là, elle met tout son amour dans le plat parce qu'elle sait que ce plat-là va être dégusté par la personne à qui elle va le donner. Et en fait, chaque plat sont préparés pour chaque personne. Les animaux aussi ont une intention dédiée particulière. Et puis la nourriture ne doit pas être laissée de côté parce que pour eux, ça coupe l'abondance. Donc c'est vraiment, vraiment hyper important pour eux qu'il n'y ait pas de reste, entre guillemets, ou de nourriture qui soit laissée sur le côté, parce que ça, c'est une nourriture après qui devient pour eux triste. Et la tristesse coupe l'abondance, et ensuite ils croient que derrière, la nourriture n'arrive plus. Et moi, je trouve que ça, c'est hyper important dans notre société à comprendre, parce que on a énormément de problèmes de gaspillage, énormément. Et évidemment, aujourd'hui, on est dans un système d'abondance où ça pousse parce que on a encore un peu d'eau, où il y a énormément de légumes, où il y a énormément de... Voilà, on a tout ce qu'on veut. En fait, aujourd'hui, nous sommes des rois et des reines. Mais c'est sûr que si on continue à laisser de côté comme ça, on pourrait peut-être arriver à couper l'abondance. Alors c'est sûr qu'il faut pas laisser de côté la nourriture et il faut pas la laisser triste, c'est ça. Voilà, toujours partager. Vous avez bien raison. On parlait, Brigitte, avec Alain à l'instant de ce temps disponible. C'est pas le temps de cerveau disponible, mais presque. C'est le temps d'attention disponible. On peut pas, dans ces bascules, ne pas parler de l'intelligence artificielle et de tous les apports ou peut-être les dérives de la technologie. Ton avis par rapport à tout ça ? Moi, je suis d'un optimisme forcené, donc je pense que les outils, c'est merveilleux quand on sait bien les utiliser, c'est tout. Et oui, par exemple, les téléconsultations, personne n'y croyait. Elles sont arrivées aussi avec les téléconsultations connectées, où on peut voir, où on a les appareils pour regarder le tympan, des otoscopes, etc. C'est arrivé pendant le Covid, et on voit que 8 Français sur 10 sont favorables aux téléconsultations. Ça paraissait fou il y a encore 3-4 ans. Donc moi, je crois que les outils, si on sait bien les utiliser, justement, ces fameuses téléconsultations connectées, ce n'est que du temps médical, et ce n'est pas parce qu'on ne touche pas le patient qu'on n'a pas une relation. La parole est énormément importante, l'empathie est énormément importante. Et après, surtout, il faut savoir utiliser la téléconsultation, c'est-à-dire que quand il faut palper, quand il faut mettre une main sur le ventre, quand il faut quelque chose, on passe la main, on envoie chez un médecin. Mais ça va permettre, je pense, d'aider, notamment dans ce qu'on appelle les déserts médicaux. Ce sera une grande aide, et il y a pas mal de pharmacies d'ailleurs qui s'en équipe. Après, l'intelligence artificielle, ça va tout changer. Regardez, on trouve des traitements, on trouve plein de choses avec l'intelligence artificielle. ChatGPT, en médecine, en imagerie, c'est top. Pour l'instant, on n'est pas encore en médecine quand on regarde, mais ça va arriver. Et moi, je crois beaucoup qu'en fait, plus le savoir sera dans la boîte, plus on va... Alors, je ne parlerai pas de bascule, mais peut-être de balancier. On a été dans une relation de méfiance. Peut-être qu'on va revenir vers une relation de confiance, puisque le savoir, on l'aura, il sera dans la boîte, et on aura les informations, on aura les connaissances, et on va peut-être, je l'espère, revenir vers des RH, des relations humaines. Alain, par rapport à ce que dit Brigitte, justement, il y en a un peu qui freinent des cas de fer quand même par rapport à tous ces apports des technologies, alors qu'elle le disait, et vous le promouvez vous aussi, c'est un apport formidable. Oui, c'est certainement un apport formidable, mais si certains freinent, c'est simplement parce qu'ils ont peur. Et c'est vrai d'ailleurs, je dirais, pour l'ensemble des réactions que l'on peut percevoir aujourd'hui dans le monde de la santé, qui est un monde en pleine évolution, pleine transformation, pleine bascule. Et je crois effectivement que c'est un mot qu'on a un petit peu utilisé ce matin, mais pas beaucoup, c'est le mot de pédagogie. Je crois que là où effectivement on a un défaut et une responsabilité gigantesque, c'est effectivement le défaut de pédagogie pour faire comprendre aux personnes concernées les motivations des nouvelles règles qui se mettent en place et qui sont elles-mêmes dictées par les progrès de la science, par l'acquisition des connaissances, par la nécessité éventuellement simplement économique. Donc le monde de la santé est un monde en pleine transformation. Il n'y a jamais eu d'ailleurs autant d'étudiants qui postulaient aux études médicales. En revanche, il y a aujourd'hui une véritable crise des vocations, une fois le diplôme en poche, pour s'installer.
Et simplement parce que déjà, la consultation, c'est combien la consultation? C'est 26,50 €. 26,50 €. Mais là aussi, on s'est fait piéger par le paiement à l'acte, parce que j'évoquais tout à l'heure le patient hypertendu qui vient pour un simple renouvellement d'ordonnance. Est-ce que ça vaut 26,50 €? Peut-être pas. Mais c'est un acte qui devrait être fait par quelqu'un qui n'est pas médecin, parce que ça n'est pas nécessaire. Si le patient va bien, une infirmière en pratique avancée, puisque c'est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui, est largement suffisante pour gérer ce patient. Et pour des actes administratifs, des assistants médicaux aussi. Les assistants médicaux qu'on met en place, mais avec énormément de difficultés. Il y a actuellement 2000 assistants médicaux, alors que l'objectif était d'en avoir 10 000. Qu'est-ce qui freine les corporatismes? Ce sont les corporatismes, parce que c'est vrai que, je ne vais peut-être pas me faire des amis de ce côté-là, mais les syndicats médicaux sont extrêmement rétifs aux évolutions. Mais là aussi, parce que l'environnement économique dans lequel ces évolutions se déroulent ne répond pas aux contraintes nouvelles. Vous ne pouvez pas demander effectivement à un médecin de déléguer tous les actes simples en gardant simplement ce qui est compliqué, qui prend du temps, si on reste à une consultation à 26,50 €. C'est juste impossible. Donc les syndicats médicaux freinent des quatre fers et suscitent effectivement énormément de craintes pour l'avenir auprès des jeunes médecins qui, par conséquent, ne s'installent pas ou choisissent carrément d'autres voies que l'exercice de la médecine. Cercle vicieux. On voit les points d'amélioration possibles. Séverine, pour terminer, on voit que vous parlez avec le cœur. Hein, oui. Peut-être. C'est quelque chose que l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer. Tous les métiers de cœur. Voilà, c'est comme ça. On dit aussi, les valeurs ne passent pas en visio. Hein. Exactement. Comment vous voyez, j'allais dire, cœur versus mental, les étoiles Michelin, les classements, Brigitte en parlait tout à l'heure pour les médecins. Les étoiles et Michelin, mais c'est superbe de mettre une étoile au-dessus de quelqu'un qui a envie de faire le beau, qui a envie de faire le bon. Et ça, je trouve ça hyper chouette et c'est vraiment bien que ça parte de la France. Ça rayonne énormément, ça c'est vraiment important. Après, c'est vraiment important de faire les choses avec le cœur. Notre mental, lui, nous aide à transcrire ce que le cœur nous dicte et on en a énormément besoin, mais voilà, c'est pour ça que moi je veux toujours qu'on fasse hyper attention à être bien reposé et avoir les idées claires, parce que c'est comme ça qu'on arrive à ancrer dans la matière ce que nous dicte notre cœur. Sinon, en fait, on se laisse bouffer par notre mental et on fait que des choses qui sont dictées comme ça les unes après les autres. Mécaniques. C'est peut-être aussi parfois la dérive des tocs Michelin, d'être peut-être trop dans la technicité. Exactement. Quelquefois, quand on va au restaurant, on a un amoncellement de techniques. On sait que le chef sait faire ça, ça et ça, et on a du mal à ressentir l'émotion. Et transcrire une émotion, transcrire quelque chose qui vient du cœur, ça c'est vraiment difficile à faire. C'est pas facile. Et c'est pour ça que l'alimentation, que la santé, que le bien-être, que toutes ces choses-là existent. C'est pour qu'on puisse retranscrire ce que notre cœur nous dicte. Voilà. On va les manger chez vous, c'est vrai. Voilà, ça donne envie de s'asseoir à votre table. Brigitte, peut-être pour terminer avec toi, on a parlé de cette pipolisation aussi, on a parlé des médecins qui sont sur le devant de la scène. On a parlé aussi de ces attaques où la médecine devenait un objet politique. Il y a eu quand même sur les réseaux sociaux, ça y est sec. Qu'est-ce que c'est un bon médecin, en fait, si on devait le définir? Vaste question. Alors, vous avez 4 heures. Un bon médecin, je ne sais pas. Un bon médecin, je ne sais pas. Mais en tout cas, il doit avoir quelques qualités, on va dire. Il faut qu'il ait quand même des connaissances, des compétences, c'est quand même pas mal. Il faut qu'il ait beaucoup d'empathie. Alors, empathie, pas au sens étymologique réel, puisque en, ça veut dire dedans, et pathie, ça veut dire souffrance. On ne va pas être dans la souffrance, mais empathie au sens de ressentir l'autre. Se mettre à la place de l'autre, c'est ça. Ouais. Mais c'est très important, l'empathie. Après, un bon médecin ne doit pas traiter des chiffres, des taux, une image, etc. Il doit traiter un patient dans sa globalité, voire même dans son environnement. Parce que s'il habite à la campagne, qu'il est isolé, on ne va pas le traiter de la même manière
que s'il est près de structures qui peuvent l'aider. Qu'est-ce qu'il doit avoir encore? Moins de paperasse, il doit avoir aussi. Il doit avoir plein de choses. Il doit avoir de l'humilité aussi. Il doit savoir passer la main, s'arrêter, envoyer chez un confrère ou ailleurs ou dans une structure. Il doit avoir aussi... Avant, vous savez, quand on parlait d'une médecine à 2 vitesses, on parlait d'argent. Il y avait ceux qui avaient de l'argent, qui pouvaient être soignés, et ceux qui n'en avaient pas. Là, maintenant, la médecine à 2 vitesses, c'est autre chose. Il faut avoir du réseau. Il faut que le médecin ait du réseau. C'est-à-dire que si vous connaissez quelqu'un, vous aurez un rendez-vous, vous aurez votre IRM, vous aurez votre consultation chez un spécialiste. Sinon, t'attends 3 mois. Mais si vous ne connaissez personne, vous ne l'aurez pas. Donc, c'est très important. Il faut qu'il ait du réseau, il faut qu'il connaisse des gens, il faut qu'il ait de l'autorité aussi. Parce que, comme le disait Alain tout à l'heure, souvent, il y a des patients qui sont un petit peu autoritaires, qui veulent, par exemple, une IRM pour leur migraine. Alors, ça ne sert à rien de faire une IRM pour une migraine. Donc, il faut savoir dire non. Qu'est-ce que je peux dire encore comme qualité? Alain, peut-être. Un point qu'on n'aurait pas évoqué, Brigitte? Je crois qu'un bon médecin, c'est effectivement tout ce que Brigitte vient d'évoquer. Moi, je dirais aussi, c'est aujourd'hui parce que les patients sont beaucoup plus complexes qu'ils ne l'étaient autrefois. Quand j'ai fait mes études de médecine bien avant que Brigitte fasse les siennes, on apprenait essentiellement à soigner de l'aigu. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le système de santé français est exceptionnellement bon pour traiter l'aigu. Par contre, avec le progrès médical, les pathologies se sont chronicisées. Donc aujourd'hui, on a une explosion des patients chroniques. Et les patients chroniques, ils cumulent au fil des années plusieurs pathologies qui s'imbriquent les unes les autres, qui interfèrent les unes avec les autres. Et ces patients sont devenus extrêmement compliqués à traiter. Et donc l'exercice isolé, la prise en charge par un individu unique est devenu quasi impossible. Donc le bon médecin aujourd'hui, c'est aussi celui qui sait comprendre ces évolutions et qui va modifier son mode d'exercice dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire. Et le médecin généraliste d'exercice isolé, seul dans son coin, c'est terminé. Encore une fois, il ne faut même plus aller le voir. Il faut aller voir des médecins généralistes qui travaillent dans le cadre d'une équipe pluriprofessionnelle, avec d'autres médecins généralistes, avec éventuellement quelques spécialistes, mais aussi une infirmière, ou enfin des infirmières, un écosystème, diététicienne. Oui, un ensemble de compétences agrégées. Brigitte, tu voulais terminer avec... Ce qui a changé aussi, c'est qu'avant, on cherchait un bon médecin. Maintenant, on cherche juste un médecin, quoi. Voilà. On les avait sur scène, on peut les applaudir tous les deux. Terrible. Et on applaudit Séverine aussi. Merci d'avoir été avec nous. Qui a une question à poser à nos amis, à nos invités, par rapport à ce qui a été dit? Il faut quand même terminer sur du positif, s'il vous plaît. Ah ben, tu veux qu'on raconte l'histoire de... Non. Donc je remplace William Lémergie à Télématin, donc il y a un peu de pression, je l'avais fait plusieurs fois. Non. Et donc, Brigitte, mais je vais peut-être pas tout dire, je vais mettre 3 points de suspension. Brigitte fait un sujet, une chronique sur... Dis ce que c'était sur... Je ne sais pas de quoi tu parles. Sur les sangsues, en fait. Voilà. Et donc, elle m'interpelle avec une question très, très sympathique. Et elle me dit, Frédéric, est-ce que vous êtes fait sucer ce matin? Voilà, donc voilà, et nous avons éclaté de rire. Et voilà, comme quoi on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Merci beaucoup. Oh, il y a prescription, hein. Vous aviez une question, mademoiselle? Je vais vous dire toute la vérité. À l'époque, on faisait souvent des paris, dit tel mot au milieu de la chronique, saucisson d'âne ou connerie. Et là, j'avais parié que je dirais 10 fois sus pendant la chronique qui dure 4 minutes. Et ça a marché, et elle l'a fait. Merci à vous 3, merci d'avoir été avec nous. On peut les applaudir encore une fois, merci. Alors, il y avait une question de madame. En fait, moi, je suis chinoise, et en vous écoutant, et je trouve quelle chance d'être français. Déjà, avoir ce système, avoir les gens bienveillants, discuter des problèmes des médicaments français, je trouve ça. C'est comme si on est déjà sur le nuage, au paradis. On dit qu'il manque toujours quelques finesses. Et on a le chef français qui sont le meilleur du monde, la nourriture française qui sont variées comme le meilleur du monde,
les systèmes de protection, quand on est mal, on ne nous demande pas quel droit on va vous soigner parce que vous n'avez pas l'argent. On vous soigne avant de demander la carte bancaire. Et je trouve ça, c'est déjà magnifique. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour que ça dure. Voilà. Merci de nous avoir ouvert les yeux sur ce qu'on oublie parfois. Voilà, Brigitte Millot, Séverine Sagnier, Alain Trévic, merci d'avoir été avec nous. On marque une pause, une demi-heure, et on se retrouve avec Najat Vallaud-Belkacem qui sera avec nous à 17h. A tout de suite. Merci, merci.